Une issue à cette guerre en Ukraine est-elle possible alors que Vladimir Poutine, le président russe, va rencontrer Donald Trump, le président américain? Nous savons désormais que les deux hommes vont se rencontrer le 15 août, vendredi prochain, pas n'importe où, en Alaska, une situation stratégique pour les deux pays. Mais il y a deux absents d'importance dans cette équation. D'abord, l'Ukraine, Volodymyr Zelensky n'est pas convié. Ensuite, l'Europe, aucun représentant européen à la table des négociations. Quel impact pour l'Ukraine, pour l'Europe? Quel impact pour notre futur? En tout cas, confirmation donnée par le président américain de cette rencontre au sommet avec Vladimir Poutine. Regardez. Vous parlez de territoires qui ont été disputés pendant 3 ans et demi. Beaucoup de Russes sont morts, beaucoup d'Ukrainiens sont morts. Nous examinons donc la situation. Nous cherchons à en récupérer certains, à en échanger d'autres. C'est compliqué. Ce n'est vraiment pas facile. C'est très compliqué. Avec moi pour ce grand dossier autour de ce plateau, Nathalie Schrin, vous êtes toujours à mes côtés, française d'origine ukrainienne. Vous êtes membre madame de 4 associations ukrainiennes, dont une qui s'intitule Femmes ukrainiennes en France. Soyez la bienvenue. Bertrand Galichet, vous êtes grand reporter spécialiste des relations internationales. On est ravis de vous avoir à nos côtés. Antoine Arjakovski, bienvenue monsieur. Vous êtes historien spécialiste de la Russie et de l'Ukraine, auteur de Qu'est-ce que la science, morale et politique? La morale et la politique, on va justement évoquer ces deux pans durant ce grand dossier. On est content de vous avoir avec nous. Lieutenant-colonel Vincent Arbarettier, soyez monsieur le bienvenu. Vous êtes un historien militaire, docteur en sciences politiques. Forcément, cette histoire militaire, elle est d'importance aujourd'hui parce que, monsieur, cette réunion, ce sommet entre ces deux grandes puissances n'a pas lieu n'importe où. Regardons ensemble ce qu'a écrit le président américain, encore une fois, pas n'importe où, sur son réseau Truth Social. La rencontre très attendue entre moi-même, dit-il, en tant que président des États-Unis d'Amérique et le président russe Vladimir Poutine aura lieu vendredi prochain, le 15 août 2025, dans le grand État de l'Alaska. Lieutenant-colonel, pourquoi l'Alaska? Je dirais aussi pourquoi le 15 août. Le 15 août, c'est une fête chrétienne à la fois pour les catholiques, mais Trump n'est pas catholique, mais il est proche, il a un électorat catholique. Pour lui, c'est la fête de l'Assomption. Et puis pour les orthodoxes, c'est la fête de la Dormition. Donc c'est aussi sa façon de faire cause commune, entre guillemets, avec Poutine, sur le plan culturel. Je veux dire, là, il n'y a pas de laïcité, si vous voulez. Bon, c'est un peu tiré par les cheveux. Il y a 13 jours de décalage dans le calendrier orthodoxe. Donc c'est le 28 août, la Dormition, en fait, dans le monde russe. Ouais, j'ai regardé... Enfin, je regardais, mais peut-être que j'étais mal informé. Donc voilà, oui, en fait, le 15 août, à mon avis, n'est pas et tout sauf. Pour vous, ce n'est pas anodin. Ah non, c'est pas anodin. Ce qui n'est pas anodin non plus, c'est vraiment le choix de l'Alaska. En quoi est-ce que l'Alaska a un impact incroyable sur ces deux grandes puissances et des enjeux phénoménaux pour les années qui vont arriver? C'est un État qui a été vendu par le tsar Alexandre II 10 ans après la défaite de la guerre de Crimée contre les Français et les Anglais. Il avait besoin d'argent, donc il a vendu pour une bouchée de pain, pour quelques 6 ou 7 millions de dollars de l'époque, cette terre dont il ne voulait pas parce qu'il y avait une discontinuité géographique. Et donc pour les Russes qui n'avaient pas une très grande marine, c'était quelque chose de problématique à terme, si vous voulez les coloniser. Il y avait quand même des minorités russes qui d'ailleurs, dont les descendants existent toujours, puisque, semble-t-il, il y a une minorité qui parle encore à un russe du XVIIIe siècle. Et donc c'est important parce que c'est un endroit qui concerne les deux pays que sont la Russie, les deux empires que sont la Russie et les États-Unis, qui ne concerne pas les Européens. C'est un pays un État qui donne sur le Pacifique, donc une zone qui n'a rien à voir avec la zone habituelle pour les Européens de l'influence américaine. Et finalement, c'est aussi un moyen d'avoir une certaine discrétion, puisque, alors je ne sais pas si ce sera le cas, mais il n'est pas impossible que ça ait lieu sur une base militaire avec peu de spectateurs, un peu comme les Américains l'ont fait pour la préparation de la paix en Bosnie, où c'était les accords de Dayton sur un camp militaire, ou pour les accords de paix d'armistice entre l'Égypte et Israël. Donc peu de journalistes qui pourraient être sur place. Voilà, donc il y aura, à mon avis, quand ils se verront, il n'y aura pas beaucoup de fuites, et ensuite ça va être très maîtrisé au niveau de la communication. Antoine Arjakovski, très précisément,
Arctique, Alaska. On parle de Anchorage comme étant un lieu où il y a un grand hôtel, où on peut accueillir des journalistes aussi, parce qu'il va y avoir une dimension médiatique importante pour mettre la pression sur les uns et les autres. Et puis surtout, pour moi, ça évoque le pôle Nord. Il y a cette question des routes stratégiques qui pose un problème pour les États-Unis, pour la Russie. Donc il peut aussi y avoir un deal plus large. Je pense que c'est une petite victoire des États-Unis, ce lieu, parce que les Russes avaient parlé des Émirats arabes unis, avec cette idée de parler des grands sujets, pas uniquement que de l'Ukraine, mais aussi du Soudan et d'autres sujets. Le fait que Trump ait fait remonter ça dans le Grand Nord, en Alaska, c'est plutôt qu'il veut centrer sur l'Ukraine, en tout cas son administration, et peut-être aussi sur les routes dans le pôle Nord. Et j'ajouterais en territoire américain, parce que vous parliez de la victoire de Donald Trump, tout se passe donc aux États-Unis, centre du monde. Absolument. Les États-Unis n'ont pas signé les conventions internationales du tribunal pénal international, donc Poutine peut être rassuré, il ne va pas se faire arrêter en arrivant aux États-Unis. Alors on va peut-être rappeler pour les gens qui nous regardent que Vladimir Poutine a au-dessus de sa tête un mandat d'arrêt de la CPI. Or, cette loi n'est pas applicable très précisément aux États-Unis. Voilà. Donc c'est une façon de dire c'est moi, Donald Trump, qui vais régler le problème. Ça se passe chez moi. Ça va parler à ses électeurs. Mais ce qui est sûr, c'est que dans cette situation, Poutine est en situation de faiblesse. Il a accepté déjà d'être en Alaska et pas aux Émirats arabes unis. Il a accepté qu'il y ait un rendez-vous alors qu'il ne voulait pas négocier depuis des mois et des mois. Là, pour moi, depuis 15 jours, il y a eu un changement de contexte qui fait que Poutine est un peu acculé maintenant à obtenir un cessez-le-feu parce qu'il y a les Ukrainiens qui font un travail remarquable sur le terrain et qui arrivent à bombarder maintenant, même aujourd'hui au Tatarstan, des usines de drones. Il y a l'accord commercial américain et européen qui a solidarisé les Occidentaux et les pays de l'OTAN contre la Russie. Il y a le fait qu'on sait que l'économie russe est au bord du gouffre et qu'aujourd'hui, la blague qui circule à Moscou, c'est où est-ce que tu passes tes vacances? Moi, je passe à Sheremetyevo, qui est le grand aéroport de Moscou, et quelqu'un d'autre dit non, moi je les passe à Domodiedevo, qui est l'autre aéroport russe. Donc ça veut dire les Russes sentent aujourd'hui directement que cette soi-disant opération spéciale est une vraie guerre qui se retourne contre eux. Donc là, Poutine était obligé d'agir, et c'est le moment pour les Européens et les Américains d'obtenir quelque chose. Et pour moi, la principale information, c'est surtout que c'est aujourd'hui la rencontre à Londres entre Américains et Européens qui est très importante. Et on en vient bien sûr dans un instant parce qu'on va l'évoquer, cette rencontre. Il y a aussi une date d'importance, mais c'était hier. Qui a des nouvelles autour de cette table de l'ultimatum donné par Donald Trump à Vladimir Poutine? Pardonnez-moi de me faire l'avocat du diable, on peut tout de même se poser la question. Il devait agir, Bertrand Galliget, Vladimir Poutine rapidement, l'ultimatum est passé, sauf preuve du contraire. Peut-être avez-vous des informations que je n'ai pas, mais il n'y a pas de nouvelles sanctions qui sont tombées. Donc il devait faire un pas, Vladimir Poutine, pour montrer sa bonne foi. Il y a aussi cette histoire de langage entre ces deux hommes. On a montré l'enjeu de l'endroit géographique. On a montré cette espèce de convergence idéologique sur la date ou pas, sur le langage. Alors, le fait que l'ultimatum n'ait pas produit d'effet, sauf erreur de ma part, mais je n'ai pas toutes les informations, nous ne sommes pas sur le terrain, mais il me semble que les combats n'ont pas cessé et que les bombardements ne se sont pas arrêtés non plus comme par magie. C'est pour ça que ma lecture est un peu différente et je ne pense pas que, au fond, Poutine se soit soumis à ce rendez-vous avec Trump. Je pense au contraire que c'est une opportunité formidable pour lui et que le fait même qu'il soit reçu en territoire américain et son retour dans le concert des nations. Effectivement, il a ce mandat d'arrêt qui pèse sur lui, ce mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale. Là, comme les États-Unis ne sont pas partie prenante à la CPI, il ne risque rigoureusement rien. D'ailleurs, ce mandat d'arrêt, il est un peu théorique, car même dans un pays qui appartient à la CPI, il aurait été extrêmement difficile à mettre en œuvre pour des raisons légales, constitutionnelles et même pratiques naturellement.
Ensuite, la situation de Vladimir Poutine, pour l'instant, elle n'est pas si mauvaise, au contraire, puisque sur le terrain, même si les Ukrainiens résistent courageusement, il avance, il grignote du terrain tous les jours, il menace, il continue à bombarder les villes et il n'a pas pris la peine de répondre à l'ultimatum de Trump qui lui a envoyé son émissaire spécial Monsieur Witkoff. Avant même la fin de l'ultimatum, ce qui est quand même une façon de fonctionner qui est un peu étrange. Nathalie Schrin, est-ce une façon détournée ou pas, vous allez nous donner votre point de vue, des Américains de réhabiliter ici le président russe sur le devant de la scène internationale? Je trouve que c'est un gros cadeau quand même à lui faire. Et effectivement, les Ukrainiens se font toujours bombarder tous les jours, toutes les nuits. Il y a beaucoup de gens qui meurent, des enfants, on en parlait, hein, des enfants. C'est ça le problème, c'est qu'ils ont besoin d'armes tout de suite maintenant et que pendant qu'on discute et pendant que Trump discute et que Poutine va voir son ami apparemment, il y a des Ukrainiens qui meurent tous les jours et ça c'est insupportable, c'est pas très très loin de chez nous, c'est à 1500 km. Il nous faut des armes, il nous faut des médicaments, il nous faut tout ça et pour l'instant je ne vois rien venir. Comme vous disiez fort justement, on n'a pas de sanctions, on a l'impression qu'il n'y a pas de pas pour même soutenir moralement l'Ukraine. Ils disent toujours, mais mes cousins, etc., ils disent oui, bah, de toute manière, on va attendre ce qui va tomber. On n'a pas confiance en Poutine, mais on n'a pas du coup confiance non plus en Trump. Je vous propose qu'on écoute ces Ukrainiens que nos équipes ont rencontrés. On leur a posé la question. Vous le dites très justement, Nathalie Schrin. En attendant, la guerre, elle continue en Ukraine. On est allé voir ces Ukrainiens, on leur a dit voilà, ce sommet entre ces hommes, l'Ukraine n'est pas conviée. Dans quel état d'esprit êtes-vous? Qu'est-ce que vous attendez de ce sommet? On va écouter ensemble leurs réponses. Elles sont édifiantes. Regardez. Aucun soldat n'acceptera de céder du territoire ou de retirer ses troupes du territoire ukrainien. Je pense que tous ces drapeaux n'ont pas été installés ici en vain. Ils vont se réunir en Alaska? Vraiment? C'est absurde. Poutine ferait simplement d'autres demandes, puis une autre discussion commencerait. Mais la discussion devrait être très simple. Foutez le camp d'Ukraine. Aucune négociation avec Poutine ne vaut la peine d'y consacrer du temps. Elles ne mèneront à rien. Alors forcément, voilà, on a entendu ces Ukrainiens. Il y a un côté face et il y a un côté pile. Le côté pile, c'est l'administration américaine. Lindsey Graham, républicain très proche de Donald Trump, tweet aujourd'hui et nous explique pourquoi c'est une réunion extraordinaire et pourquoi Donald Trump est donc le maître des horloges dorénavant. Il dit, Monsieur Graham, à ceux qui critiquent le président Trump pour sa volonté de rencontrer Poutine pour mettre fin au bain de sang en Ukraine. Rappelez-vous, dit-il, d'abord que Reagan a rencontré Gorbatchev pour tenter de mettre fin à la guerre froide. Il ajoute, parce qu'il ne s'arrête bien évidemment pas là, il dit, je suis sûr que le président Trump s'en ira, comme Reagan, si Poutine insiste sur un mauvais accord. Et enfin, il dit « Bonne chance, Monsieur le Président, dans vos efforts pour mettre fin à cette guerre brutale. Le monde devrait vous soutenir, je le sais. » Moi, je crois qu'il a raison. Moi, je suis tout à fait d'accord avec Lindsey Graham. Il faut arrêter cette guerre. Elle est horrible, elle est absolument abominable. C'est des dizaines et des dizaines de milliers de morts, des enfants, des tortures. Enfin, c'est juste abominable. Et donc, puisque sur le terrain, ils n'arrivent pas à se départager, en l'espace de 2 ans, les Russes ont grignoté 1% du territoire ukrainien. Ce qui est rien du tout. Et néanmoins, des morts tous les jours. Donc il faut arrêter ça. Si ce n'est pas sur le terrain, ça doit se faire au plus haut niveau, sur un plan politique. Et ce que je crois, c'est que Trump n'est pas du tout dans la position du mois de février ou du mois de mars, où en gros, il déroulait un tapis rouge à Poutine. Pourquoi Pourquoi cette évolution d'après vous? Mais c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a une évolution de contexte extrêmement importante depuis 15 jours, l'accord euro-américain. Et il y a un point que je n'ai pas mentionné et qui est à mon avis déterminant, c'est la tentative de chantage public que Dimitri Medvedev a fait par tweet à Donald Trump en disant « Si tu continues comme ça », et en l'occurrence, il avait raccourci le délai de 50 jours, l'ultimatum de 50 jours à 10 jours, ce qui empêchait du coup les Russes à faire ce qu'ils avaient prévu au mois de septembre, d'utiliser les manœuvres Zapad 2025 en Biélorussie et en Russie pour attaquer par le nord l'Ukraine.
Ça, on n'a pas les preuves de ça, mais il y avait quand même de fortes chances. En tout cas, les services secrets ukrainiens se méfiaient beaucoup de ça. Donc il a raccourci ça. Ça a rendu fou Medvedev. Et là, Medvedev, à mon avis, a fait une erreur terrible, c'est qu'il a rendu public ce chantage qui existe depuis des mois et des années, à savoir cette affaire Epstein, dont on sait que le président Trump est entaché, c'est son talon d'Achille, absolument. Et ça a rendu fou Trump, parce que là, il perdait sur tous les plans. Il perdait sur le plan extérieur, puisqu'il n'arrive pas à conclure un traité de paix entre l'Ukraine et la Russie, et sur un plan intérieur, puisque de plus en plus, on voit, et je pense que ça va se développer dans les jours qui viennent, puisque les Russes vont appuyer sur cette carte, des documents compromettants sur Trump, en lien avec Epstein. Aujourd'hui, j'ai vu un clip sur X où on voit à nouveau des documents de Trump et avec cette Epstein. Donc les Russes, c'était leur dernière carte pour faire pression sur Trump, mais ils ont commis cette erreur de la rendre publique. Et donc là, Trump change tout à fait de point de vue. Il peut plus faire la stratégie qu'il avait adoptée de faire le tapis rouge, comme il avait fait en février-mars en humiliant Zelensky. Aujourd'hui, il a le soutien et de l'OTAN, et de l'Union européenne, et d'un certain nombre des élites du Congrès. Lindsey Graham et Blumenthal, ils ont adopté une loi qui ferait adopter des sanctions secondaires à 500% pour tout commerce d'hydrocarbures russe, ce qui est la fin de tout commerce indien. Dans un contexte géopolitique très particulier, où Donald Trump vient d'obtenir de l'Azerbaïdjan et de l'Arménie un traité de paix historique. Là encore, le vent souffle, et pas du côté de Poutine. C'est Trump maintenant qui règle le problème entre Azéris et Arméniens. Incroyable ce qui est en train de se passer dans ce monde aujourd'hui. Lieutenant-colonel, cette question du langage entre ces deux hommes, pourquoi est-ce que ces deux hommes peuvent se comprendre ? Pourquoi est-ce qu'en réalité, si on tente de voir le verre à moitié plein, vous avez dit tout à l'heure que c'est une bonne chose qu'ils se rencontrent, qu'ils parlent, parce qu'il faut mettre un terme à cette guerre, bien qu'il y ait une équation d'importance, il manque tout de même l'un des protagonistes, c'est-à-dire l'Ukraine. Mais ça, bien évidemment, nous en parlons dans un instant. Mais pourquoi est-ce que précisément ces deux hommes peuvent se comprendre ? Pourquoi est-ce qu'ils parlent le même langage ? Bon, je ne vais pas revenir sur les référentiels culturels un peu communs. Hein. Ils sont pas très inclusifs tous les deux. Hein. Ils sont des boomers. Ils ont connu l'ancien monde de l'URSS et des États-Unis qui tous les deux gouvernaient le monde. La Chine n'était qu'un pays parmi tant d'autres, certes peuplé, mais pas encore au niveau où il est. Et je pense que l'un et l'autre, mais Poutine va jouer là-dessus sans doute. L'un et l'autre pensent que, quelque part, les États-Unis, les Occidentaux au sens large, les Européens au sens large, les Indo-Européens, doivent continuer à rester à la tête du monde. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il y a toute une émergence des Chinois, des Africains, des Arabes, et ça leur à l'un et à l'autre, ça convient pas. Mal. À mon avis, c'est quelque chose. Ils sont très conservateurs dans leur manière de voir le monde, sur base de rapports de force. C'est un peu Bismarck, à travers le fer et le sang. Voilà. Et pour eux, la guerre, enfin pas pour Trump, mais pour Poutine, la guerre n'est pas la continuation, mais elle précède la politique. C'est-à-dire qu'en fait, et c'est un peu ce que faisaient les Soviétiques aussi, parce que lorsque, avec l'assentiment des Occidentaux, ils sont allés réprimer à Budapest, à Prague, alors que nous, on les a laissés faire, alors que ce sont des pays qui nous ont rejoints aujourd'hui. Et vous voyez, chez Poutine, il y a cette nostalgie de ce temps-là, et chez Trump, il y a cette volonté de se dessaisir des problèmes européens et de tout mettre sur la Chine pour empêcher la Chine, alors je ne sais pas si c'est en 2049 ou avant, de devenir la première puissance du monde. Il y a cette peur de voir une autre puissance non occidentale au sens large, vous voyez. Alors c'est assez amusant parce que l'Alaska, c'est en face du Kamchatka, et je me souviens, j'ai découvert ces pays-là en jouant à un jeu qui s'appelait Risk, un jeu de stratégie, parce que on n'apprenait pas ça du tout dans les écoles en France. On apprenait l'Europe, l'Afrique, notre monde. Et en fait, vous voyez, c'est un peu cette vision stratégique du monde entre Européens, enfin Européens au sens large, vous voyez. Et je pense que c'est un peu ce qui les rapproche maintenant. Ce sont des hommes d'État qui défendent leurs intérêts. Alors, comme vous l'avez souligné, monsieur, c'est très juste. Je pense que
le président Trump va aussi défendre, autant qu'il le pourra, les intérêts de l'Europe et de l'Ukraine, d'où ces pourparlers qu'ont lieu, même si les Européens ne sont pas là. D'abord, ça aurait été compliqué. Il aurait fallu combien d'Européens? Il aurait fallu que ce soit le chancelier Merz qui représente l'Europe. On va l'évoquer dans ce grand dossier. Voilà. On va l'évoquer dans un instant. Voilà. Donc, c'est compliqué. L'Europe, il n'y a pas qu'un seul numéro de téléphone au plan puissance militaire et au plan politique. Au plan économique, oui, on l'a vu ce que ça a donné d'ailleurs il y a 15 jours. Oui, l'Europe, au plan économique, on pourrait effectivement se poser la question d'une Europe ou 27 Europes. En ce qui concerne les objectifs communs des uns et des autres, je vous propose qu'on écoute cette télévision d'État russe, une télévision aussi de propagande concernant l'Alaska. Parce que c'est intéressant ce que vous nous avez dit sur l'Alaska et le fait aussi de vouloir arrêter des grandes puissances comme la Chine. C'est peut-être aussi pour cela que les États-Unis et la Russie se rencontrent en Alaska. Sur l'Alaska, la vision russe est très intéressante. Regardez ce que dit la télé russe, la télé de propagande. Si notre honneur est menacé, si l'intérêt national de la Russie et sa sécurité sont menacés, alors nous utiliserons tous les moyens à notre disposition. Le fait est que nos avions s'approcheront de nos frontières aériennes, les frontières de notre Alaska, et cela en collaboration avec la Chine, bien que ça les étonnera. Il y a plusieurs choses derrière ce message. Les frontières de notre monde, de notre Alaska. Il y a plusieurs visions du monde aujourd'hui dans notre monde qui peuvent s'opposer. Et dans ces cas-là, comment est-ce qu'on fait converger des objectifs russes, objectifs américains, autour d'un autre objectif, l'objectif ukrainien, un objectif de paix? Pour l'instant, l'objectif ukrainien, il est clairement la variable d'ajustement de la rencontre qui va avoir lieu. Vous parliez tout à l'heure des points communs entre Donald Trump et Vladimir Poutine, en tout cas entre le président américain en tant que tel et son homologue russe. La réalité, c'est que le principal point commun, et peut-être le seul, c'est le peu de cas qu'ils font du droit international. En ce qui concerne l'invasion de l'Ukraine, ça a été flagrant pour Vladimir Poutine, et on sait que Donald Trump, lui aussi, croit finalement aux positions de force. Et d'ailleurs, ça va jouer dans son regard qu'il porte sur la crise ukrainienne, sur la guerre en Ukraine, puisqu'il dit, au fond, il l'a dit d'ailleurs à Zelensky quand il l'a reçu dans le bureau ovale au cours de cette fameuse séquence dont tout le monde se souvient, vous n'avez pas les cartes en main. Les cartes en main, elles sont de mon côté et du côté du président Poutine. C'est ça que ça voulait dire en réalité. Il partage une même vision de la violence, parce que lorsque vous évoquez ça n'était même pas une entrevue, c'était presque un lynchage. À Washington, le monde a été sidéré. Est-ce qu'on peut imaginer que dans ces moments-là, précisément Donald Trump et Vladimir Poutine maîtrisent parfaitement la même violence ? Alors, je ne ferai pas la comparaison entre l'invasion de l'Ukraine et ce qu'a subi Zelensky dans le bureau ovale. On parle vraiment ici des mots, de la violence des mots, bien évidemment. Mais en revanche, je pense qu'ils ont en commun, Trump et Poutine, la notion de la force qui, finalement, s'impose à toutes les autres règles. On parlait tout à l'heure des négociations commerciales entre l'Europe et les États-Unis. On a vu comment ça s'est passé, on a vu comment ça s'est terminé. Finalement, dans cette histoire, Donald Trump ne s'est pas beaucoup préoccupé des règles de l'OMC. Il ne s'est pas beaucoup préoccupé non plus de négocier avec Mme von der Leyen ou avec d'autres États européens. Il a simplement imposé une règle et il a obtenu gain de cause. Et il le fait dans toutes les négociations, ou en tout cas dans toutes les tractations qu'il mène avec des étrangers. Et pour l'Ukraine, ça risque fort d'être la même chose. J'allais donc vous relancer là-dessus. C'est-à-dire qu'effectivement, il va imposer naturellement, après cette réunion en Alaska, sa vision des choses, et qui peut être assez proche finalement de celle de Poutine, puisque les fuites qui sortent dans la presse américaine, si elles sont exactes, laissent penser... D'ailleurs, il a évoqué rapidement, Donald Trump, la question d'échange de territoire, mais ça veut dire qu'il n'y aura pas de modification de la ligne de front considérable. Ça va être vraiment à la marge. Et donc, ça veut dire on reconnaît un état de fait qui est celui de la conquête d'un territoire par la force, par la guerre, par une agression. Et finalement, pour faire passer cet état de choses, que va-t-il faire ? Eh bien, il l'a dit aussi, on peut accorder des compensations aux Ukrainiens. Alors ça peut être, on ne sait pas, on peut imaginer des compensations financières ou autres. Mais je pense qu'il y a quand même un grand malentendu. Une petite parenthèse, permettez-moi. Compensation possible, entrer dans l'OTAN, alors que c'est une ligne rouge pour la Russie. Mais si la Russie obtient du territoire, est-ce que une des compensations acceptables pour les Ukrainiens,
sa sécurité, entrer dans l'OTAN? Alors il y a quelques mois, je vous aurais dit c'est pas possible parce que Poutine était extrêmement ferme là-dessus. On sentait bien que c'était une ligne rouge. Maintenant, si effectivement il y a un nouveau rideau de fer qui s'établit, ça ne changerait pas grand-chose parce que ce rideau de fer, il existe de facto et à nouveau avec les pays de l'OTAN qui bordent la frontière soit de la Russie, soit de la Biélorussie. Mais la réalité, c'est que finalement, Poutine et Trump donnent l'illusion, et cette rencontre en Alaska, je pense, va le confirmer, d'avoir des objectifs communs, d'avoir une proximité, mais en réalité, ils n'ont aucune valeur commune. Et ça va très vite craquer. Il y aura peut-être le règlement de l'affaire ukrainienne, mais ensuite, Poutine, lui, évidemment, ce qu'il veut, c'est asseoir son pouvoir et les frontières de l'Empire. Mais Trump, lui, il veut en fait décrocher la Russie de la Chine. Et c'est ça le fond du sujet.